Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour, Israël, Iran, une guerre qui ne dit pas son nom, et pourtant elle se déroule sous nos yeux dans l'indifférence générale. De raids aériens en cyberattaque, d'attentats en sabotage, elle oppose deux pays que tout oppose. Israël est une démocratie, l'Iran une dictature. Israël tend la main à ses voisins, l'Iran brandit le glaive. Et ce glaive a un nom, la bombe atomique, une bombe que Téhéran pourrait fabriquer dans un mois à peine. Jérusalem laissera-t-il faire? La question est désormais posée à voix haute en Israël, un pays que l'Iran, je cite des présidents successifs, veut rayer de la carte. Menace insupportable aux yeux de l'État hébreu qui ne peut désormais compter que sur lui-même et qui n'exclut pas l'option militaire. Faut-il l'espérer ou la redouter? Nous le demanderons à Olivier Rafovitz, ancien porte-parole de Tsahal, colonel de réserve, consultant en communication de crise. Comment réagiraient les États-Unis et l'Europe qui n'ont pas réussi à convaincre l'Iran de renoncer à la bombe? Nous écouterons David Benaïm, journaliste spécialiste des États-Unis, et Nasser Etemadi, ancien rédacteur en chef de RFI en persan. La société civile iranienne souhaite-t-elle vraiment cette confrontation? Nous poserons la question à Michel Taubman, auteur du livre « Histoire secrète de la révolution iranienne » et Nazila Golestan, qui milite pour un Iran laïque et démocratique. À Israël-Iran, le compte à rebours a commencé. L'Iran pourrait avoir sa première bombe nucléaire dans un mois. L'échec diplomatique est tel qu'Israël pourrait recourir à l'option militaire. Notre premier invité, Olivier Rafovitz, ancien porte-parole de Tsahal. À tout de suite. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour Olivier Rafovitz, heureux de vous accueillir sur RCJ et de vous retrouver. Vous êtes actuellement consultant en communication de crise, mais vous êtes aussi expert militaire, ancien porte-parole de Tsahal, colonel de réserve. Donc vous êtes tout à fait légitime pour décrypter pour nous la nature de la confrontation actuelle entre Israël et l'Iran et pour nous dire surtout si cette confrontation va aller crescendo. Avant de vous écouter, Olivier Rafovitz, le point avec vous, Églantine Delalleux, sur ce que je qualifierais de guerre invisible pour l'instant. Elle a déjà commencé en 2010. Le programme nucléaire iranien avait été frappé par le virus Stuxnet. Résultat, une panne géante. Les centrifugeuses iraniennes utilisées pour l'enrichissement de l'uranium avaient été bloquées. L'Iran avait alors accusé les États-Unis et Israël de cyberattaques. En 10 ans, ce sont aussi plusieurs scientifiques nucléaires iraniens qui sont assassinés, comme par exemple en novembre 2020, le physicien nucléaire Mohsen Farizadeh est tué dans sa voiture. Téhéran le présente comme un vice-ministre de la Défense et responsable du programme nucléaire. L'Iran accuse alors Israël qui n'a pas réagi. Et cette confrontation passe aussi par des attaques contre des installations nucléaires. Et oui, en 2011, un dépôt de munitions des gardiens de la Révolution près de Téhéran a été le théâtre d'une explosion. Récemment, en avril dernier, son usine d'enrichissement d'uranium a aussi été l'objet d'un sabotage, des opérations menées par les États-Unis et Israël, selon des médias américains. Israël qui se prépare à une éventuelle confrontation directe. Et oui, c'était il y a une semaine. Plus de 70 avions de combat fournis par 8 pays et 1500 personnels étaient en Israël pour le plus important exercice militaire aérien jamais effectué. Un exercice qui a eu lieu alors que le plan stratégique de l'État hébreu désigne l'Iran comme première menace. À la tribune de l'ONU en septembre dernier, le Premier ministre israélien Naftali Bennett avait accusé le programme nucléaire iranien de franchir toutes les lignes rouges. All red lines have been crossed, inspections ignored, all wishful thinking proven false. Iran is currently violating the IAEA's safeguard agreements, and it's getting away with it. Depuis, plusieurs actions laissent penser à une possible offensive militaire de la part d'Israël. Le ministère de la Défense a annoncé une augmentation d'1,5 milliard de dollars pour préparer une possible attaque contre les complexes nucléaires iraniens ou encore la reprise d'entraînement de l'armée de l'air alors que ces exercices étaient à l'arrêt depuis 2 ans. Merci Églantine. Olivier Rafovitz, comment qualifier la nature de la confrontation actuelle? Je pense que le mot escarmouche serait trop faible. Non, c'est pas du tout des escarmouches, ni... D'abord, je voudrais commencer par vous dire qu'aucun accord, aucun règlement diplomatique n'arrêtera le programme nucléaire militaire iranien. C'est-à-dire qu'à l'heure où nous parlons,
Et ce n'est pas seulement du côté israélien, c'est également du côté des experts européens qui le disent dans les couloirs et dans les coulisses des différentes chancelleries, dans les différents ministères de la Défense. L'Iran est ce qu'on appelle un pays au seuil d'obtenir l'arme nucléaire. Quand vous disiez tout à l'heure que l'Iran pourrait avoir une arme, une bombe atomique, en fait, lorsqu'on parle d'un arsenal nucléaire de base, c'est 5 minimum, 5 bombes atomiques. Et à l'heure où nous parlons, l'Iran continue à enrichir l'uranium pour obtenir de l'uranium enrichi pour être le carburant, enfin les matériaux fissiles nécessaires pour produire des bombes atomiques. Et donc, du côté israélien, il y a depuis des années et des années maintenant une volonté d'arrêter, de stopper ce processus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous faisons face à une administration américaine, Joe Biden et Anthony Blinken, qui aujourd'hui veulent à tout prix, revenir à un accord sur le nucléaire, donc en fait permettre à l'Iran d'être dans les nations, avec les nations, tout en n'arrêtant pas véritablement ce programme nucléaire militaire. Et l'a dit juste il y a quelques jours Avigdor Lieberman, qui est pourtant ministre des Finances, il a dit c'est une question de temps maintenant pour qu'il y ait une confrontation directe pour arrêter l'arme nucléaire iranienne. Lieberman qui a été ministre de la Défense, donc il sait de quoi il parle, donc à vous écouter bien attentivement. Cette négociation qui pourrait reprendre serait de toute façon vouée à l'échec. Et moi, je reprends la déclaration récente de Naftali Bennett, le Premier ministre. Nous ne permettrons pas à l'Iran d'avoir la bombe atomique. Très concrètement, en termes militaires, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que les options multiples, dont les options militaires conventionnelles, mais également, on peut penser à d'autres options, existent pour stopper, pour arrêter le fait que l'Iran, qui n'est pas seulement un pays qui veut l'arme nucléaire, c'est un régime qui a décidé de détruire, d'anéantir l'État d'Israël sur la carte du monde. Ils disent en anglais « We want to wipe out Israel from the map ». On veut éliminer Israël. Ce n'est pas un pays qui veut l'arme nucléaire. On ne parle pas seulement de l'arme, on parle d'un régime qui désire la destruction totale et physique de l'État d'Israël. Et pour nous, c'est une menace existentielle. Alors, à propos de la menace existentielle, je reprendrai volontiers un dernier article de Haaretz, journal de gauche israélien, qui dit Israël n'a pas le choix, c'est le choix entre deux options, ou bien intervenir, ou bien vivre longtemps sous la menace nucléaire. Ça voudrait dire que seule la première option serait retenue ? Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, Israël, en tout cas, c'est pas nouveau, se prépare et le dit, ou le dit directement, ou le dit indirectement, à des possibilités opérationnelles pour stopper l'arme nucléaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui en Iran, le programme nucléaire militaire iranien est dispersé sur le territoire iranien. Il y a pas mal et notamment d'endroits. Souterrain, les installations sont souterraines. Ce qui fait également, comme vous l'avez souligné, qu'il y a aujourd'hui une demande d'1,5 milliard de dollars, presque 5 milliards de shekels, qui vont être alloués au programme spécial pour traiter la menace militaire iranienne, nucléaire iranienne, pour pouvoir avoir des bombes perforantes qui peuvent perforer en profondeur des blockhouses, des bunkers. C'est l'expert militaire qui parle, l'ancien porte-parole de Tsahal. Ces bombes actuellement sont américaines, donc il faudrait énormément d'argent pour les obtenir. Oui, mais c'est pas et l'accord des Américains. Voilà, c'est pas une question d'argent, c'est une question... Et l'accord des Américains. Encore une fois, il ne semble pas que les Américains puissent stopper une telle possibilité. Il faut savoir aussi que les Israéliens n'ont pas attendu les derniers mois pour se préparer à une telle option, l'option militaire. Encore une fois, aujourd'hui, et nous voyons également, parmi les exercices aériens conjoints avec d'autres nations, 8 nations ensemble, on voit que des avions se préparent à travailler ensemble, à coordonner des actions ensemble, le but étant un but d'exercice. Mais si on est iranien ou si on est de l'autre côté, on peut se dire qu'il se prépare quelque chose contre la menace iranienne. À propos de ces manœuvres qu'évoquait Glantine, qui ont réuni 8 pays, tout à fait. Dont la France. Dont la France. Dont la France. Est-ce que ça veut dire qu'en cas de confrontation directe, ce seraient des alliés sûrs pour l'État d'Israël et c'est d'ores et déjà un message envoyé à l'Iran? Écoutez, là, il y a, si vous voulez, il y a deux directions, au moins deux directions. Une qui est le retour des négociations, et dans ces négociations-là, la France fait partie du groupe de pays qui ont négocié à l'époque, en 2015, à Vienne, pour arrêter ou contrôler le programme nucléaire. Mais en parallèle de cela, il y a aussi une volonté française que l'Iran n'ait pas la bombe atomique. Donc on peut aussi supposer, supputer, réfléchir, analyser que
Ces mêmes pays-là aujourd'hui, qui ne sont pas des pays naïfs, soyons clairs, c'est pas qu'ils sont gentils et qu'ils veulent donner à l'Iran demain la bombe atomique. Ils veulent éviter le conflit avec l'Iran. Pourquoi? Juste un mot. Parce qu'aujourd'hui, la principale priorité des Américains, qui sont les premiers en lice dans cette coalition, est la Chine. En fait, les Américains veulent se désengager totalement du Moyen-Orient, presque ne pas avoir affaire à l'Iran pour s'occuper de la Chine. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Israël reste seul. Reste seul face à la menace iranienne, en espérant que ces pays, ces nations qui aujourd'hui participent à des exercices conjoints militaires et aériens seront des alliés, au moins pas des ennemis. Merci Olivier Rafovitz. Michel Taubman, bonjour, ravi de vous accueillir sur RCJ. Vous êtes confrère spécialiste de la réalité israélienne. Vous parlerez tout à l'heure de la société iranienne. Vous êtes aussi spécialiste de la société israélienne. Justement, à ce propos, vous écoutez Olivier Rafovitz. Quel est l'état de la société israélienne en ce moment-là? Vous êtes en Israël. Est-ce qu'elle se prépare à une éventuelle confrontation? Est-ce qu'elle la redoute? Écoutez, vous avez cité tout à l'heure le journal Haaretz, qui est un journal très à gauche, et je crois que c'est assez révélateur du consensus qui existe aujourd'hui en Israël, et pas seulement depuis aujourd'hui, mais depuis que la menace existe, c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années, du consensus qui existe au-delà des clivages politiques face à la menace iranienne. Et disons que la société israélienne est prête depuis longtemps à faire face à une éventuelle guerre qui est une guerre juste, qui est une guerre existentielle, qui est une guerre défensive, c'est-à-dire dans laquelle il ne peut pas y avoir de débat. C'est pas comme dans le conflit avec les Palestiniens où il y a en permanence des débats sur telle ou telle mesure, telle ou telle action, etc. Là, on sait que l'Iran, en tout cas le régime islamique, menace de détruire Israël, et que s'il se dote de l'arme atomique, ce sera évidemment une menace considérable, la pire menace à laquelle Israël a jamais fait face. Et donc, un tel conflit serait soutenu par la population, avec le risque pour les Israéliens de représailles via le Hezbollah sur les populations civiles du Nord et même de l'ensemble du pays. Donc c'est une situation qui est prise très au sérieux. Merci Michel Taubman. On retrouvera tout à l'heure avec l'opposante au régime iranien, Nazila Golestan. D'un mot, Olivier Rafovitz, pour conclure votre intervention. Une confrontation, ça suppose, d'ailleurs, Michel venait d'y faire allusion, l'ouverture de plusieurs fronts. C'est pas seulement le Hezbollah au nord, le Hamas au sud. On parle d'une guerre. On parle d'une guerre pour une guerre juste, je suis d'accord avec les mots de Michel Taubman, une guerre juste pour empêcher l'Iran d'être une puissance nucléaire nocive pour Israël. Et si maintenant le Hamas et le djihad islamique et le Hezbollah au nord décident d'engager des combats contre Israël, Israël se prépare et est préparé également à cette menace-là. Mais encore une fois, à un moment donné, il va falloir aussi, je dirais, traiter le problème à sa base. Nous sommes depuis des années face à cette menace, une menace qui continue, qui s'amplifie. N'oublions pas qu'aujourd'hui nous avons un régime, le guide suprême, mais surtout le boucher de Téhéran, Ibrahim Raïssi, le président de l'Iran, qui sont des hommes radicaux, ultra violents dans leurs mots, et ils n'ont aucune envie de laisser Israël vivre. D'un mot, Raïssi est aussi dur que Ahmadinejad? Plus dur. Oh, beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur parce que d'abord, il a également l'élément radical, mais il a également l'élément religieux, et il est quelqu'un qui est aujourd'hui connu pour sa... Il a tué quand même entre 5 et 10 000 Iraniens, dont des très jeunes, dans des répressions terrifiantes. Merci beaucoup Olivier Rafovitz. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'ancien porte-parole de Tsahal et expert militaire, aujourd'hui consultant en communication de crise. Merci. Si l'option militaire est retenue, comment réagiraient les États-Unis et l'Europe? Nous le demanderons à David Benaïm, journaliste spécialiste des États-Unis qui a vécu très longtemps là-bas, et Nasser Etemadi, ancien rédacteur en chef de RFI en persan. À tout de suite. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. David Benaïm et Nasser Etemadi, bonjour. Vous êtes journalistes tous les deux. David Benaïm, spécialiste des États-Unis, vous avez vécu très longtemps là-bas. Et Nasser Etemadi, iranien, vous êtes l'ancien rédacteur en chef de RFI en persan. Vous nous direz tous deux ce que vous attendez
des dirigeants occidentaux, et notamment de Joe Biden, qui a eu sur ce dossier une attitude pour le moins évolutive, Églantine. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden rompt avec la politique de Donald Trump sur l'Iran. Il s'engage à relancer l'accord, mais pas à n'importe quel prix. Will the U.S. lift sanctions first in order to get Iran back to the negotiating table? No. They have to stop enriching uranium first. Cesser d'enrichir de l'uranium, c'est ce qu'avait déclaré le président américain avant de lever les sanctions contre l'Iran. Les États-Unis souhaitent que la République des Mollahs respecte d'abord ses engagements en matière nucléaire. Et il y a eu une relance de la négo en avril dernier, mais elle est restée sans suite. Des négociations sous le patronage de l'Union européenne à Vienne avec plusieurs pays comme la France, la Russie ou l'Allemagne afin de tenter de reprendre l'accord de 2015. De leur côté, les États-Unis ont participé indirectement, mais les discussions se sont retrouvées à l'arrêt au moment de l'élection en juin dernier de Ebrahim Raïssi, le nouveau président iranien, qui reste vague sur ses intentions. Pour Robert Malley, principal négociateur de l'accord, cette stratégie permet à l'Iran de retarder les négociations tout en accélérant son programme nucléaire. Et du coup, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a évoqué clairement l'hypothèse militaire. Un avertissement reformulé par Robert Malley qui a affirmé que Washington était prêt à prendre d'autres mesures pour empêcher Téhéran d'accéder à la bombe nucléaire. Un problème qui ne pourrait être résolu cependant que de manière diplomatique selon le gouvernement de Joe Biden. Mais ce mercredi, le vice-ministre des Affaires étrangères iranien Ali Bagheri a annoncé que l'Iran était prêt à reprendre les négociations après un passage à Bruxelles. Merci Églantine. David Benaïm, comment expliquer l'évolution de Joe Biden ? Vous savez, Biden a été forcé d'admettre que tous les signes indiquent que l'Iran n'a aucun intérêt pour le moment à reprendre les pourparlers avec les 6 puissances mondiales sur un nouvel accord nucléaire. Les pourparlers préliminaires sur la reprise des négociations visaient principalement à gagner du temps. Les Iraniens profitent des reports répétés pour continuer à faire avancer leur enrichissement d'uranium. Et Robert Malley, vous venez de le dire, l'envoyé spécial de l'administration pour la question iranienne, c'est quelqu'un qui est vraiment considéré en Israël, je suis ici en Israël, comme adoptant une ligne relativement conciliante envers Téhéran. Du point de vue américain, Malley a évoqué une option dont on ne parle pas beaucoup à Washington en ce moment, le fait que les États-Unis disposent d'autres outils pour faire face à la menace iranienne. C'est la première fois depuis le début de l'administration Biden qu'on entend une option, un plan B, comme on parle ici aux États-Unis. Et quel serait ce plan B ? Le plan B, sans vraiment le dire, ça serait vraiment des mesures qui seraient prises s'il devient clair que l'Iran refuse effectivement d'entamer des négociations et qui est déterminé à poursuivre son enrichissement d'uranium. Les idées d'Israël pour un plan B ne correspondent pas à celles des Américains. Malgré les allusions de Malley, Washington semble être assez loin des menaces à recourir à la force en tout cas. Alors l'accord nucléaire date de 2015, mais l'on voit bien que le compte à rebours a commencé puisque tous les experts s'accordent à dire que l'Iran pourrait avoir sa première bombe dans un mois, en attendant d'avoir les 4 autres dont parlait Olivier Rafovitz. Alors, que peut-il se passer dans ce laps de temps très court entre maintenant et un mois ? Est-ce que vraiment il peut y avoir une relance de négo ou est-ce que c'est voué à l'échec ? Je pense qu'il peut y avoir une relance de négociation. Je pense que toutes ces différentes entités montrent les dents du point de vue israélien, du point de vue américain, les Iraniens également. Est-ce que ces gens-là sont prêts à passer à une action militaire ? Moi, je n'y crois personnellement pas, et en tout cas, on ne le ressent pas ni en Israël sur le terrain, en termes de Milouim, par exemple, les soldats ne sont absolument pas rappelés à aller s'entraîner, donc on n'a pas du tout une énergie de pré-guerre. Je me souviens, au début des années 90, en pleine guerre du Golfe, on avait Israël qui était en train de dire « moi, je vais réagir rapidement s'il y a une attaque de l'Irak contre Israël ». Et les Américains ont dit très clairement à ce moment-là, non, absolument pas, ne réagissez pas, on sera là pour s'occuper de vous. Et je pense que les Américains seront encore là à ce moment-là. Par contre, ce qu'il est important de souligner, c'est qu'il y a eu clairement une vraie menace pour les Israéliens en termes de défense. C'est il y a quelques mois, quand le Congrès a menacé de ne pas voter le plan de financement du Dôme de Fer, là, les Israéliens se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas compter à 100% sur les Américains sur la très longue durée. Et donc, il fallait peut-être probablement aller regarder ailleurs. Et donc là-dessus, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience des Israéliens sur leur système de défense. Alors Nasser Etemadi, bonjour, merci d'être avec nous. Je l'ai dit, vous êtes l'ancien rédacteur en chef de RFI en persan. Alors les informations que vous avez vous-même, est-ce qu'elles vous permettent de dire qu'effectivement l'Iran a la possibilité d'avoir la bombe dans un mois ?
Écoutez, moi je ne pense pas. Et puis je me réfère à ce sujet aux déclarations de Yossi Cohen et l'ancien chef de Mossad, ainsi que l'ancien chef de renseignement de l'armée israélien, qui ont dit encore récemment que l'Iran aura encore entre 1 ou 2 ans pour avoir la première bombe atomique, car tout simplement avoir l'uranium enrichi ne veut pas dire avoir forcément la capacité de produire la bombe atomique. Moi, je pense que l'avis de M. Yossi Cohen est plus véridique et que l'Iran, malgré toutes ces tentatives, n'est pas en mesure de produire, et d'ici 1 mois, encore mois et 6 mois, la première bombe atomique. D'accord. À votre avis, que veulent les dirigeants actuels iraniens? Eglantine nous rappelait tout à l'heure qu'ils ont proposé une relance de la négociation, notamment avec l'Europe. Est-ce que dans cette proposition, vous percevez vous-même une sincérité ou est-ce qu'il s'agit d'une partie de poker menteur? Pour être très honnête, je ne sais pas. Parce que vous me posez une question à laquelle le régime iranien n'a pas de réponse précise aujourd'hui, car c'est un régime en total désarroi, notamment le guide suprême iranien. Pourquoi ? Jusqu'encore il y a 1 semaine, le régime iranien essayait d'engager l'Europe dans non pas les négociations, mais les préliminaires, vouloir par la même occasion diviser les Européens et les Américains sur le dossier nucléaire iranien. Or, l'Europe et l'Amérique le savent parfaitement, le projet iranien. Le régime de Téhéran n'a pas réussi à atteindre son objectif. Il dit maintenant vouloir reprendre les négociations tout en espérant avoir le soutien de Pékin et de Moscou. D'où d'ailleurs le voyage précipité d'Ali Bagheri hier à Moscou, le chargé iranien de dossier nucléaire actuellement dans le gouvernement d'Ebrahim Raïssi. Donc ce soutien de Pékin et de Moscou reste hypothétique, mais en tout état de cause, ce soutien n'est ni évident pour le moment, ni gratuit. Donc, à mon avis, reste à savoir si la déclaration de Téhéran à vouloir reprendre les négociations signifie réellement la volonté de l'Iran à conclure un nouvel accord, car c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, non pas l'ancien accord, c'est-à-dire l'abandon pur et simple de programmes nucléaires et de missiles balistiques de Téhéran et une révision fondamentale de l'agissement de l'Iran dans la région. Or, à mon avis, rien n'est moins sûr. Quand vous observez ce qu'on a appelé tout à l'heure avec Olivier Rafovitch, cette guerre invisible entre les deux pays, comment percevez-vous l'état des forces armées iraniennes? On a l'impression, mais vu de Paris, hein, je me trompe peut-être, qu'Israël marque des points depuis quelques années avec les attaques contre les installations nucléaires, avec l'assassinat de hauts dirigeants scientifiques et militaires, et que l'Iran a du mal, même s'il y a des ripostes dans le Golfe Persique, a du mal à réagir. Quelle est votre analyse? Écoutez, cette situation est lamentable. Tout simplement parce que les sanctions américaines ont brisé le dos, non pas seulement de l'économie iranienne, mais notamment le dos de tout édifice militaire, politique, etc. du régime islamique. Pour vous donner quelques exemples, le PIB iranien s'est divisé par 2. La monnaie nationale n'a quasiment plus de valeur. Les salaires impayés depuis plusieurs mois dans tous les secteurs continuent à entraîner des grèves sporadiques. Le régime est totalement discrédité. Le fait nouveau, c'est que l'autorité de guide suprême, Ali Khamenei, est même contestée par l'armée idéologique de régime, c'est-à-dire les pasdarans, censés le soutenir contre vent et marée. Et plus encore, les divisions internes des gardiens de la révolution éclatent en plein jour. Donc, tout cela, théoriquement parlant, pourrait conforter la position et les exigences des Occidentaux dans les négociations à venir. Et logiquement, le régime islamique, dans l'état actuel des choses, ne devrait avoir d'autres options que de se rendre, de céder sur tous les plans. Mais l'expérience nous dit également que le régime islamique est tout sauf
un régime logique dans sa décision et dans ses visées. Finalement, la décision dans les grands dossiers, et en particulier ce dossier nucléaire, revient au guide suprême. Mais le guide suprême aujourd'hui, c'est un arroseur arrosé. Ils se sont isolés. Ils se sont menacés et contestés de toutes parts, à l'intérieur du pays, dans le système et l'appareil militaire et politique, et dans la région. Ils voient Israël partout, qu'il a encerclé via notamment les accords d'Abraham, dans tous les pays voisins de l'Iran. On avoue notamment à travers la crise qui a éclaté récemment avec l'Azerbaïdjan. Oui. Or, le guide suprême, aujourd'hui, il pense qu'il serait perdant dans tous les cas. Qu'il négocie pas, il serait perdant. Il conclut un accord, un nouvel accord encore, je précise, avec le grand Satan, il perd. Il refuse cet accord, il serait, lui et son système, perdants également. Or, la possibilité illogique qui pourrait être d'actualité, il pourrait dire, alors, après moi, le déluge. Comme tous les dictateurs, il voit fermer les uns après les autres tous les issues qui lui permettraient d'échapper à cette situation. Or, dans ces cas, il pourrait provoquer une guerre totale qui anéantirait à la fois son système qui a perdu tout avenir, mais le pays tout entier. Mais le risque est majeur, c'est qu'il pourrait rendre encore plus chaotique et encore plus instable la région et qui pourrait, par la même occasion, créer un grand problème à l'avenir pour Israël. Donc, moi, je pense qu'en fait, il faudra être très méfiant. La solution, c'est peut-être pas la militaire. La solution, c'est peut-être politique, un projet politique, faire emporter le régime islamique par une révolution, disons le gros mot, qui est en grande gestation dans le pays iranien. David Benaïm, quand on écoute Nasser Etemadi, qui nous propose une analyse très pertinente de la situation en Iran, que peut-on penser en Israël? Alors, je sais que, je vous ai entendu tout à l'heure, vous ne croyez pas à l'hypothèse d'une confrontation immédiate, en tout cas à court terme, mais tout de même, est-ce que l'agenda ne serait-il pas profitable à Israël qui pourrait exploiter ces faiblesses iraniennes dont vient de parler Nasser Etemadi? Sauf que Israël n'est pas dans une démarche offensive, elle serait davantage dans une démarche défensive et elle serait vue aux yeux du monde comme le grand Satan, en l'occurrence pour reprendre l'expression que vous venez d'employer, qui était appliquée aux États-Unis mais qui serait appliquée à Israël. Et donc Israël n'aura pas de démarche offensive en premier, ça c'est une certitude. Il faut savoir aussi que les plans militaires d'Israël pour faire face à cette menace n'avait pas été vraiment tenu à jour ces dernières années. Les médias israéliens l'expliquent assez clairement cette semaine. Il y a eu beaucoup de reportages qui disent que le chef d'état-major des forces de défense israéliennes, le lieutenant-général Kochavi, a ordonné à l'armée de l'air de mettre à jour ses plans opérationnels en vue d'éventuelles futures attaques. Donc, ils ne sont pas à jour. C'est pour ça que je pense qu'on n'est pas du tout dans une démarche de défense ou d'attaque imminente à l'égard de l'Iran. Pour en revenir aux États-Unis, il faut savoir que également du point de vue américain, et ça c'est aussi un héritage des années Trump, on n'est plus du tout dans une démarche interventionniste. On n'est absolument pas dans ce genre de démarche. Donc, ni les Iraniens apparemment, ni les Américains, et encore moins les Israéliens, ne sont dans une démarche aujourd'hui d'escalade militaire. Oui, mais de nombreux experts en Israël prédisent une confrontation, et je vois que d'ailleurs, avec beaucoup de force, vous vous démarquez de ces prédictions très sombres. Mais si elles devaient avoir lieu, est-ce que les alliés, évoqués tout à l'heure par Églantine d'abord, et ensuite par Olivier Rafovitz, qui ont participé, il y a 8 pays qui ont participé à des manœuvres communes en Israël récemment, est-ce qu'ils pourraient se trouver aux côtés d'Israël ? Ils se retrouveront aux côtés d'Israël. Je pense que toute cette pensée de croire que les alliés originels ne sont plus du côté d'Israël, c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté. Pour un temps, en tout cas. Pour les 4-8 prochaines années, on peut compter sur les Américains. Et comme je vous le disais, je pense que les Israéliens sont en train de réaliser qu'ils ont besoin d'autres amis. C'est aussi pour ça qu'ils essaient de se rapprocher de pays comme la Russie, comme de l'Europe, d'essayer de renouer un petit peu avec l'Europe et de se détacher un tout petit peu de l'aide
unique en gros des Américains. Mais je ne pense pas qu'on soit sur une guerre immédiate. Non. Dans les quelques minutes qui nous restent, David Benaïm, je voudrais simplement évoquer la terrible mésaventure que vous avez subie il y a quelque temps au Nigeria avec 2 de vos collègues. Vous avez été d'abord arrêté, vous faisiez un documentaire là-bas, et puis relâché. Est-ce que vous vous êtes remis de ces douloureuses émotions, vous et vos amis ? Merci beaucoup, Paul, pour cette question. Oui, on s'est remis, on s'est remis surtout au travail très rapidement et à essayer de faire en sorte que toute l'attention qui avait été portée sur nous, parce qu'on n'a jamais voulu, vous savez qu'en journaliste, en tant que journaliste, on n'a jamais envie de devenir l'histoire, et on est devenu l'histoire à ce moment-là. Et donc, on a très rapidement essayé d'inverser la tendance et de remettre le coup de projecteur sur toutes ces communautés juives qui sont perdues de notre conscience dans différentes parties du monde, comme au Nigeria, les Juifs Igbo qu'on a été visités. Et donc là, on prépare les prochaines étapes, les autres pays d'Afrique qu'on va aller. On va faire un documentaire, j'espère, le plus complet. Rassurez-nous, vous prendrez quand même quelques précautions avant de retourner dans certains pays d'Afrique. Je ne dis pas en Afrique, mais dans certains pays d'Afrique. Les précautions seront prises, je vous rassure. Merci beaucoup, David Benaïm, pour cette analyse et ce témoignage. Et vous adressez notre amitié, notre salutation à vos 2 confrères qui étaient avec vous. Merci encore. Nasser Etemadi, on parle de précaution. On parle parfois de dangerosité. Le métier que nous exerçons, il suffit de voir les tableaux statistiques établis chaque année par Reporters sans frontières pour constater à quel point le métier de journaliste peut être dangereux aujourd'hui dans plusieurs parties du monde. Vous-même, comment vivez-vous cette situation ? Écoutez, ça fait 35 ans. J'ai quitté l'Iran. Je suis à l'origine réfugié politique iranienne. Je suis aujourd'hui, depuis plus de 20 ans, journaliste au sein de la rédaction Persan. Je précise, je ne suis pas rédacteur en chef ni ancien rédacteur en chef de la rédaction Persan. Je suis membre de la rédaction Persan de RFI. Je suis désolé, vous avez une promotion toujours... si la direction nous entend. Bon, pardonnez-nous. Mais en tout cas, je vis toujours sous cette menace. Je cache toujours l'endroit où je vis. Je déclare toujours à la police mes déplacements, que ce soit en France ou en dehors de la France. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas dit la ville où vous vous trouvez en ce moment, et je note que malgré ce risque que vous courez, vous continuez de parler, vous avez accepté notre invitation, vous le faites avec énormément de courage et de force, vraiment. Écoutez, chapeau bas de la part d'un confrère français, parce que je sais les risques que vous courez à vouloir vous opposer à un tel régime. Quand j'entends Olivier Raffovic dire que l'actuel président est plus dur que Ahmadinejad, moi-même j'ai été surpris, je vous l'avoue. Oui, moi, comme vous l'avez indiqué au tout début, c'est quelqu'un génocidaire. Il est impliqué directement dans l'assassinat, dans les exécutions massives des gens de ma génération, de mes amis en partie. On parle de 5000 au mois d'exécution à la fin des années 80, à laquelle j'ai échappé, heureusement. Et donc, pour cela, il ose aujourd'hui même pas mettre le pied, en fait, en tout cas dans un pays libre, parce qu'il risque la poursuite, ce qu'il mérite d'ailleurs. Et je souhaite, puisque compte tenu de la discussion, dire quelque chose à l'adresse de nos amis israéliens et de la communauté juive. Je sais que vous l'avez pas fait, mais souvent dans les médias, on constate malheureusement, le régime iranien, c'est pas les Iraniens. Oui. Le judaïsme, c'est une partie importante de notre identité. Le peuple israélien et le peuple iranien, on a un avenir commun à construire. Ce régime partira tôt ou tard, mais nous resterons. Mais nous avons un avenir commun à construire. Et vous savez vous savez sans doute que bien avant la naissance de l'État d'Israël, l'Iran était le foyer principal de judaïsme dans la région, et cela depuis des millénaires. Tout à fait, c'est la plus forte communauté dans la région, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Nasser Etemadi, pour votre témoignage, et vous faites une parfaite transition avec la troisième et dernière séquence de notre émission qui portera justement sur la société civile iranienne avec une opposante au régime, Nazila Golestan, et avec notre ami et notre confrère Michel Taubman. On se retrouve dans un instant.
Et l'on terminera cette émission sur le volcan moyen-oriental par un éclairage sur la société iranienne après un nouveau flash info de Margot Siffer. Margot. Le flash sur RCJ. À 2 jours de l'ouverture de la COP26, la Chine a officiellement soumis ses nouveaux engagements climatiques. Le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre s'engage à atteindre son pic d'émissions avant 2030 et la neutralité carbone avant 2060. L'opérateur du vol d'Emiliano Sala a été reconnu coupable de mise en danger par la justice britannique. David Henderson était jugé depuis le 18 octobre à Cardiff. Il encourt 5 ans de prison. Sa peine doit être prononcée le 12 novembre. Gérald Darmanin était hier en déplacement en Alsace pour une cérémonie marquant la réhabilitation du cimetière juif de Sarre-Union. 269 tombes ainsi que le monument rendant hommage aux victimes de la déportation avait été profané en 2015. Le ministre de l'Intérieur a réitéré son soutien à la communauté juive. Aujourd'hui, les préfets, les gendarmes, pour protéger la communauté juive, mettent des moyens importants, mais légitimes et nécessaires. Que le gouvernement de la République sera toujours extrêmement attaché, avec un grand souci d'envie et finalement de devoir de protéger chacun des membres de la communauté. Une vingtaine d'actes antisémites ont été dénombrés depuis le début de l'année en Alsace. Bruno Le Maire annonce ce matin une croissance de 3% au 3e trimestre, un chiffre supérieur à toutes les estimations faites par les analystes et les institutions. Les dépenses de consommation des ménages ont quant à elles bondi de 5% sur un trimestre. Et enfin, un mot de rugby, on connaît le nom du nouvel entraîneur du RC Toulon. Il s'agit de Franck Azema. Il a été nommé 2 jours après la séparation du club avec Fabrice Collazo. Il avait été remercié après la lourde défaite face à La Rochelle 39-6. Merci Margot. L'Iran, tigre de papier ou puissance nucléaire ou dictature vieillissante, on ne sait plus très bien. Et l'on compte sur nos 2 invités pour nous éclairer sur la réalité iranienne. Nazila Golestan, bonjour. Bonjour. Opposante au régime iranien, exilée en France. Vous vous battez pour un Iran laïque et démocratique. Et Michel Topman, rebonjour, en direct de Tel Aviv. Bonjour. Vous êtes journaliste, éditeur et écrivain, auteur notamment de La bombe et le Coran et de l'histoire secrète de la révolution iranienne. Avant de vous entendre tous deux, rappelons précisément avec vous, Didier Caramallo, la nature du régime iranien actuel. Rappelons brièvement sur quoi est fondée la République islamique d'Iran. Proclamée le 1er avril 1979, elle est un régime autoritaire revendiquant une double légitimité, théocratique et populaire. Elle repose essentiellement sur la loi islamique, la charia. La constitution iranienne place l'ensemble des institutions sous l'autorité du guide suprême de la révolution islamique. Cette fonction est actuellement assumée par l'ayatollah Khamenei. C'est lui qui valide ne serait-ce que les candidats à l'élection présidentielle. Toute tentative d'opposition ou de pluralité politique est donc rendue impossible. Et pourtant, le peuple s'est soulevé, des tentatives de changement ont eu lieu à plusieurs reprises. Oui, Paul, des contestations qui s'inscrivent dans le cadre d'une situation socio-économique très difficile en Iran. Selon le FMI, l'économie iranienne est entrée dans une phase de dépression en 2018 avec une diminution du PIB de 3,6%. Cette tendance est encore amplifiée en 2019 avec une réduction de l'activité économique de 6,3%. Des contestations nombreuses et importantes comme le fut celle de juin 2009, communément appelée le mouvement vert. Ce mouvement avait suivi l'élection présidentielle de 2009. Le pouvoir était accusé de fraude électorale pour garder au pouvoir le conservateur Mahmoud Ahmadinejad. Les manifestants, eux, soutenaient le candidat de l'opposition Mirhossein Mousavi. Ce mouvement avait été brutalement réprimé et plus récemment, de novembre 2019 à janvier 2020, de nombreuses vagues de protestations ont surgi contre l'augmentation du prix du carburant. Et quant aux droits de l'homme, catastrophe. Soyons clairs, au classement mondial de la liberté de la presse, l'Iran est 170e. Internet reste aussi très surveillé et les condamnations à mort sont à un niveau très préoccupant. 223 personnes ont été exécutées en 2018, 9 femmes en 2020. Lors d'une vague de manifestations à l'été 2018, 7000 personnes avaient été arrêtées et au moins 26 manifestants tués. Pendant les interrogatoires policiers, la torture est systématiquement pratiquée. Enfin, la violence domestique, le viol conjugal ou encore le mariage forcé restent encore très répandus. Merci Didier. Nazila Golestan, vous qui vous battez pour un Iran laïque et démocratique, le combat est rude et le chemin est encore long. Rude, mais j'espère que ça ne sera pas long. Vous êtes arrivé en France quand vous-même Je suis arrivée en France après le mouvement des étudiants en 99. En 99, je suis arrivée en France. La dernière fois que j'étais en Iran, c'était en 2009. Après le mouvement vert, je ne peux plus retourner en Iran. Donc je suis restée en France. Donc depuis 2009, impossible. Impossible, oui. Nasser Etemadi nous a parlé avec beaucoup d'émotion de son parcours.
Ouais. et de son engagement. Vous prenez vous-même des précautions vous-même? Précaution, oui, pour moi-même, oui, mais malheureusement, à chaque fois que je passe à la télé, par exemple, je fais beaucoup d'interviews en persan, donc à chaque fois, ils appellent ma famille, ils ont carrément détruit la vie de mon frère, de mes proches, tous les amis qui essaient de me contacter, même par téléphone, ils sont menacés, à chaque fois, c'est un régime complètement brutal. Donc, une fois on décide de se battre avec le régime, on sait. Et malgré tout cela, vous restez déterminé? Bien sûr. À chaque fois, je suis plus fort qu'avant. Et de ce point de vue, est-ce que vous êtes confiante ou pas? Confiante en peuple iranien, oui. Dans la réussite de votre... En peuple iranien, oui, mais ce qui nous ont besoin vraiment, c'est une volonté internationale, comme l'intervention, par exemple, le Conseil sécurité des Nations Unies, ils interviennent vraiment pour la violation des droits de l'homme, sinon la situation ne changera pas, comme ils ont fait pour la Chili, comme ils ont fait pour l'Afrique du Sud. Nasser El-Temadi nous demandait ce que nous faisons ici d'ailleurs, pour avoir moi-même été en Iran il y a de très très nombreuses années et avoir vu la société d'avant les ayatollahs, de ne pas confondre le régime iranien avec la société civile iranienne. Et ça, c'est très important à vos yeux. Tout à fait. Aujourd'hui, justement, c'est la journée de Cyrus le Grand. Le jour où les Iraniens du nord, du sud-est, ils vont des fois à pied pour saluer au tombeau de Cyrus le Grand. Ils chantent un slogan, Cyrus le Grand est notre père, l'Iran est notre pays. Et ce jour-là, ils sont battus, le régime, les forces militaires du régime, ils font tout pour que les gens ne vont pas là-bas, ils font tout pour détruire la tombe de Cyrus. Mais les Iraniens, ils l'ont gardé depuis 43 ans et ils le respectent. Et comme aujourd'hui, c'est la journée, je pense c'était une occasion de parler de lui. Ouais. Michel Taubman, vous nous écoutez attentivement. J'ai rappelé les nombreux livres que vous avez écrits sur l'Iran. Vous connaissez très bien ce pays et la société iranienne. Vous-même, comment percevez-vous ce combat admirable mené par les opposants au régime? Alors écoutez, le problème, c'est évidemment la question du débouché politique. Puisque si on compare souvent avec 1978-1979 et on dit à chaque fois qu'il y a des manifestations, et il y en a souvent en Iran, on dit il va peut-être y avoir une révolution à l'envers. La grosse différence, c'est qu'à l'époque, l'Iran du Shah était dans l'orbite des États-Unis et que les États-Unis avaient un moyen de pression politique et même militaire. Et c'est d'ailleurs les États-Unis qui ont permis à l'armée, malheureusement, de se retourner, de déclarer sa neutralité le 11 février 1979 et de permettre ainsi la victoire des mollahs. Aujourd'hui, il n'y a pas de moyen de pression de la part de l'Occident de ce niveau-là sur le pouvoir iranien. Et puis, la deuxième différence, c'est qu'à l'époque, il y avait une opposition structurée qui pouvait se structurer à travers les mosquées, qui possédaient tout un réseau dans le pays qui permettait de structurer une opposition. La question est de savoir si aujourd'hui, en l'absence de structure de ce type-là, évidemment, Internet, les réseaux sociaux peuvent permettre, et c'est vrai que ça existe, et c'est la différence, et c'est nouveau, peuvent permettre de structurer une opposition. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que nous ne les soutenons pas assez, nous ne les aidons pas assez. Et quand on compare l'indignation qui peut être provoquée en Occident par rapport à d'autres situations qui peuvent être légitimes, là, malheureusement, les gouvernements, les associations, les organisations des droits de l'homme, les médias occidentaux, malheureusement, ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Et quand on entend Nazila et d'autres opposants, on doit les aider, on a envie de les aider, et on souhaite qu'un jour, on puisse aller dans un Iran démocratique. Une question que je vous pose à tous les deux, qu'est-ce qui ferait tomber ce régime? Qu'est-ce qui serait le déclencheur d'un début de fin? Nazila et Michel. Comme Michel il a dit, il nous faut une volonté internationale. Il faut que les Occidentaux, surtout les États-Unis, arrêtent de jouer avec cette négociation nucléaire. On peut mettre des sanctions, c'est utile, mais sans parler des droits de l'homme, il aboutit à rien. Comme je répète à chaque fois, comme ils ont fait avec l'Afrique du Sud, avec la Chili, il faut vraiment qu'ils condamnent la violation des droits de l'homme. Il faut que les médias, surtout, ils entendent le peuple iranien, ils soient leur voix, ils donnent la voix aux dissidents ou aux opposants qui sont à l'intérieur du pays. Il y a des dizaines qui sont prêts ici maintenant de donner des interviews avec vous, directement parler avec vous. Soyez leur voix. Michel? Oui, la grosse différence, évidemment, c'est que
en 1978, 1979, et puis au Chili, en Afrique du Sud, c'était des pays qui étaient dans l'orbite occidentale, dans l'orbite américaine, et on avait des moyens de pression bien plus importants. Là, aujourd'hui, ce sont plutôt la Russie, la Chine, qui peuvent avoir des moyens de pression sur l'Iran. Malheureusement, je n'ai pas l'impression, et je ne pense pas que la Russie et la Chine veulent que l'Iran devienne démocratique. Donc, on a quand même un problème épouvantable de levier. Mais les opinions publiques peuvent jouer un rôle. Internet permet aujourd'hui de communiquer avec des opposants et on ne peut plus faire de blackout. On ne peut pas faire durer un blackout comme on pouvait jadis dans d'autres dictatures museler la presse. Voilà, donc je pense qu'il faut rappeler et dire et rappeler, comme vous l'avez fait Paul, que le peuple iranien est un grand peuple et qu'au Moyen-Orient, il est naturellement, intrinsèquement, fondamentalement un allié naturel pour Israël. C'est bref, Finalement, la grande contradiction, le grand paradoxe, c'est que les pays arabes, dont les opinions publiques sont plutôt hostiles à Israël, se rapprochent, leurs gouvernements, qui ne sont pas démocratiques, se rapprochent d'Israël, et qu'en Iran, c'est le contraire, c'est-à-dire que les opinions publiques qui sont fascinées par l'Occident et qui ont plutôt de la sympathie pour Israël, surtout parce que les ennemis de nos ennemis sont nos ennemis, c'est toujours comme ça. Le paradoxe, il est là, c'est que si demain le régime changeait, on aurait un allié, l'Occident, Israël aurait un allié fondamental et fabuleux dans cette région. Tout à l'heure, Michel, vous intervenez dans la première partie pour nous parler de la société civile israélienne qui se préparerait éventuellement à une confrontation entre Israël et l'Iran. Qu'en est-il, Nazila, puis Michel, de la société civile iranienne par rapport à cette hypothèse qui serait terrible pour les deux pays d'ailleurs? Les citoyens civils en Iran, la société? Oui, tout à fait. Comment réagirait-elle s'il devait y avoir une confrontation directe à cause de la bombe atomique entre les deux pays? Vous voulez dire des inventions militaires? Oui, s'il y avait une guerre entre les deux pays, est-ce que la société civile iranienne l'accepterait ou pas? Pas du tout. Pas du tout, mais la guerre est une donne de ciel, comme Khomeini, le fondateur du régime, il a dit. Donc, il faut dire que l'existence de ce régime, c'est dans l'intérêt de qui? De quelle entreprise? Il n'y a pas que des Iraniens, du régime iranien ou des entreprises du Hezbollah au Liban. Il y a des entreprises, à mon avis, et ça existe des autres entreprises, même en Europe, qui travaillent, qui tournent, qui détournent les sanctions et qui gagnent beaucoup d'argent. Regardez, pour le trafic de drogue, des milliards que les pastarans de terrain en Iran y gagnent. L'Iran est devenu le couloir du trafic de drogue d'Afghanistan via l'Irak vers le monde entier. Et donc, en collaboration avec le Hezbollah au Liban et en Venezuela. Donc, à mon avis, une guerre pour les Iraniens, ils savent, c'est un don de ciel pour le régime. Il y a troisième solution, c'est d'être aux côtés du peuple iranien. C'est vraiment faisable, c'est pas un slogan, c'est faisable ça. Michel, d'ailleurs c'est la même analyse que proposait tout à l'heure Nasser Etemadi. Les dirigeants actuels iraniens pourraient se servir d'une hypothèse, d'une hypothétique confrontation pour ressouder le peuple iranien au nom du patriotisme, et je pense à la guerre évidemment Iran-Irak il y a quelque temps. Alors tout dépend évidemment quelle serait la forme de cette confrontation. Je pense que s'il s'agit d'opérations ciblées, d'opérations qui ne coûtent pas de vie humaine, qui ne causent pas de mort parmi les populations civiles, ou très peu, le peuple ne sera pas solidaire du régime. Et je pense que le peuple serait content, par exemple, s'il y avait des opérations ciblées contre le bureau du guide suprême, contre le quartier général des gardiens de la Révolution. Donc il faut cibler le régime. Mais si malheureusement il y a des affrontements dans lesquels la population civile est touchée, on aura forcément, et c'est normal, un réflexe d'autodéfense du peuple iranien. Donc il faut faire très attention dans la réaction militaire qui peut être légitime parce qu'il y a évidemment un danger, mais qui doit être dosé intelligemment en tenant compte aussi de paramètres politiques et en tenant compte du peuple iranien qui est sans doute le meilleur allié de la liberté d'Israël et des Occidentaux à l'intérieur de ce pays. Merci beaucoup Michel Taubman pour cette intervention en direct de Tel Aviv. Merci encore Nazila Golestan d'être passée nous voir. Vous vouliez dire un dernier mot? Je veux juste rajouter une phrase. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de cyberattaque du régime iranien non plus. Aujourd'hui, ils attaquent tous les comptes des militants iraniens, soit à Paris, soit aux États-Unis, partout. Ils sont très forts. Ça nous étonne pourquoi, par exemple, Donald Trump, il est maintenant plus sur Twitter, mais le guide suprême iranien, il est là, il est libre, il a la liberté d'expression. Et nous, quand nos comptes sont supprimés, il y a
personnes qui répondent sur Instagram, Twitter, etc. Donc, à mon avis, il ne faut pas les sous-estimer ce régime pour les cyberattaques. Merci beaucoup, Nazila Golestan, d'être passée nous voir. On a bien entendu votre appel et on vous réinvitera comme d'autres militants laïcs et démocratiques pour un Iran laïque et démocratique. Encore merci. Dernière page habituelle et traditionnelle de cette émission, la page Grimbe, avec ce dessin que vous ne voyez pas, que vous pourrez voir sur les réseaux sociaux, évidemment, de RCJ. Et je vous laisse, Grimbe, le soin de le décrire. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, le dessin que je vous ai fait aujourd'hui a pour titre un nouveau combat pour la France. Et j'ai voulu m'appuyer sur un sujet très grave qui a tout à fait sa place au milieu de toutes les crises catastrophiques que notre pays est en train de traverser. Donc sur le dessin sont représentés notre président Emmanuel Macron ainsi que Boris Johnson et ils sont tous les deux en train de jouer à la bataille navale. Voilà. Et Macron regarde le Premier ministre et lui dit « C7 Johnson », ce à quoi ce dernier répond « Touché, damn, you're good Macron ». Voilà, donc c'est un peu ce à quoi me font penser toutes ces histoires-là autour des licences de pêche entre la France et le Royaume-Uni. Une grande bataille navale et un grand jeu qui paraît... Donc à vous suivre, Grimbe, plutôt Austerlitz que Waterloo. Voilà, ce sera ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Grimbe, pour ce dessin toujours très pertinent, comme les autres d'ailleurs. Et donc, on aura le plaisir de vous retrouver vendredi prochain. Sachez que sur RCJ, il y a énormément d'émissions culturelles, mais sur l'info, puisque c'est notre champ à nous. Je vous invite à suivre évidemment Rudy Sada et toute son équipe tous les matins à 8h et tous les jours à midi, sauf le vendredi, mais Rudy est en régie derrière nous. Donc je le salue et comme je salue toute l'équipe de RCJ, à vendredi prochain. Au revoir.